Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel échange. Je suis accompagnée aujourd'hui de Yolande qui a vécu plus de 30 ans en Angleterre et qui est rentrée en France dans le sud de la France depuis maintenant à peu près 2 ans et demi. On se retrouve aujourd'hui pour que tu nous partages ton témoignage, ton histoire et puis pour creuser certains sujets qui vont être intéressants parce que voilà, j'imagine qu'après autant de temps passé à l'étranger, on doit être quand même sacrément impacté par un changement de vie, par un changement de pays. Mais c'est toi qui vas nous dire tout ça. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps et nous dire comment ton entourage pourrait te décrire pour que nous, la communauté, on puisse en savoir plus sur toi. Donc, je suis Yolande. Je suis mariée avec un Anglais qui s'appelle Andrew. Nous avons un fils qui s'appelle Samuel et qui vient juste de se marier il y a à peu près un mois. Et sinon, plusieurs formations. De toute façon, on en parlera pendant. Mais ma dernière formation, c'est donc je suis sage-femme. Donc, je fais ce métier ici, mais d'une manière très différente que nous en discuterons plus tard. Et nous vivons, comme tu l'as dit, dans le sud de la France. Ouais, merci pour ces premiers mots. Est-ce que peut-être on peut préciser que Samuel vit à l'étranger? Parce que ça, c'est quand même un Ah oui. gros impact pour vous en tant que parent qui êtes en France maintenant. Absolument. Surtout que, pour en quelque sorte commencer à parler un petit peu de la raison pour laquelle on est venu ici, c'est un projet que nous avions il y a très très longtemps, plus de 15 ans. Donc normalement, Samuel aurait fait partie de ce projet. Et là, c'est complètement différent. Il a sa vie en Angleterre. Donc sa femme est anglaise et ils n'ont pas du tout l'intention, pour le moment en tous les cas, de venir en France, bien que Samuel est complètement bilingue. Mais sa femme, c'est pas le cas. Et puis, ils ont de toute façon leur boulot, ils ont tout en Angleterre. Donc, ça c'est quelque chose qui était très, très différent dans le fait qu'on a quand même décidé de faire ce projet, mais sans lui. Donc, initialement, si je comprends bien, vous aviez projeté en couple et du coup en famille, finalement, de quitter l'Angleterre pour aller vous installer dans le sud de la France. Et peut-être dis-nous, qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps pour enclencher ce réel retour? Disons, c'est le projet que nous avions, c'était de construire une maison écologique. Mon mari est ingénieur dans les énergies renouvelables. Et c'est quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de faire. C'est quelque chose qui vraiment tenait à cœur à mon mari de faire un projet comme ça. Et on s'est dit, dans le sud de la France, ça va permettre aussi d'utiliser certaines énergies qu'on ne pourrait pas faire en Angleterre. Et aussi, ça me rapprocherait de ma famille. Moi, il y a eu des moments en Angleterre où j'ai la grisaille, etc. Ça commençait à être un peu trop. Et bien qu'on pouvait venir régulièrement, on venait régulièrement en France et on voyait la famille. Et on s'est dit, pourquoi on n'essaye pas de venir en France? Donc, c'était il y a à peu près, normalement, on aurait dû le faire il y a 10 ans. Donc, on était plus jeunes pour justement commencer une nouvelle expérience. On a toujours eu un peu cette idée de vouloir partir. Il y a eu un moment, Andrew a presque eu un boulot même en Zimbabwe. Et donc, et ça s'est pas fait à la fin. Donc, on a toujours voulu faire quelque chose comme ça. Mais là, c'était vraiment aussi de nous rapprocher de ma famille et en même temps de faire ce projet qu'on avait à cœur. Donc, la raison pour laquelle ça a mis du temps, c'est que déjà de trouver un terrain. Donc, on a cherché vraiment dans toute la région PACA. Et je veux dire, on a vraiment cherché. Je veux dire, ça nous a pris beaucoup de temps. Et c'est ici, près de chez mes parents, pas très loin, on est à peu près à 25 minutes, qu'on a trouvé ce terrain. Et la vue, on en est tombé complètement amoureux.
Donc, même tous les deux, on s'est regardés, non, c'est ici. Donc, on savait qu'on voulait vraiment, qu'on voulait venir sur où on habite là maintenant. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais bon, c'est quand même le permis de construire, il y a pas mal de choses. Je veux dire, on achète un terrain, mais il y a beaucoup de choses après. Les répercussions sont beaucoup plus importantes que l'on pensait. C'est pas juste de se dire on va construire quelque chose, c'est notre rêve et tout ça. Non, oui, ça a été un peu différent. Le fait de chercher un terrain pendant longtemps, c'est ça qui a fait que le projet a été décalé autant, ou est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que on a envie de rentrer, mais on n'y va pas, et puis on le fait, et puis on peut-être, est-ce qu'il y avait d'autres doutes, ou est-ce que c'était vraiment lié à ça? C'était pas des doutes, c'était plutôt quand est-ce que c'est le mieux pour partir, aussi sur le plan scolaire de Samuel. Et donc déjà, il y a 10 ans, ça aurait été très compliqué pour lui parce que ça aurait été au moment où il était au lycée. Il avait vraiment déjà bien des amis, des copains, tout ça. On s'est dit non, on veut pas vraiment l'enlever de cet environnement où il se sent à l'aise. Nous, c'était pareil, son travail, au niveau de son travail et de sa carrière, c'était quand même, il était pratiquement pas au pic parce qu'entre l'âge de 40 et 50 ans, c'était vraiment le pic de sa carrière. Et je pense qu'on s'est dit, autant trouver quelque chose, on va construire et ensuite on viendra. Mais tout ça a changé un peu à cause du Brexit et aussi parce que j'ai décidé de faire une carrière de sage-femme beaucoup plus tardivement que prévu. Et donc de ma formation de sage-femme. Et donc tout ça a fait qu'on est venu plus tard que prévu. Et puis après, il y a eu le Covid aussi, peut-être que ça a ralenti. Ah oui, alors là, le Covid, on a presque perdu notre permis de construire à cause de ça. Mais heureusement, la mairie, bon, ils ont compris la situation, que c'était complètement en dehors de de nos capacités. Je veux dire, on ne pouvait rien faire. Dès qu'il y a eu justement cette petite ouverture de pouvoir venir en France, alors là, par contre, Andrew et Samuel sont venus. Moi, je ne pouvais pas parce que je travaillais. Et c'est là qu'ils ont commencé un peu à faire l'accès, de faire quelque chose qui montrait qu'on était vraiment sérieux au niveau du permis de construire, de voir avoir une construction sur ce terrain. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a compliqué les choses. Et je pense qu'on va en parler plus tard, mais le Brexit a compliqué les choses aussi professionnellement pour moi. Tu me parles de cette maison et de cette magnifique vue. Je vois que tu as la fenêtre ouverte. Est-ce que tu as la vue devant toi là? Ouais. Enfin, j'ai une des vues parce que si on monte en haut et je te montre, on voulait vraiment avoir des grandes baies vitrées. Ça crée des petits problèmes des fois parce que là, on est encore en train d'apprendre à gérer et à vivre dans cette maison qui est une maison vivante en quelque sorte, parce que comme c'est une maison écologique et les matériaux qu'on a utilisés sont des matériaux vivants en quelque sorte, et on peut utiliser ce terme. Et donc, on apprend à vivre, surtout que nous sommes dans une région très chaude. Et des moments, comme on a ces grandes baies vitrées, il peut faire très chaud dans dans les pièces d'en haut. Et donc, c'est d'apprendre à comment gérer ça. Mais la vue est fantastique et enfin, moi, je ne m'en lasse pas. Mon mari non plus. Et là, mes parents sont venus aujourd'hui manger. Ils ont dit, mais comment vous pouvez vous lasser de cette vue? C'est incroyable. Et c'est ça qui nous a attirés à acheter ce terrain. Donc, Mais il me ouais. semble qu'il y a quelques années, tu m'avais envoyé une photo, des photos, je Ouais. pense, de la vue. C'est possible, hein. Ouais, c'est bien possible, ouais. Non, c'est sûr. Et maintenant, bien que c'est pas écologique, mais je crois que je t'en avais déjà parlé, j'ai quand même réussi à avoir ma piscine et parce que tous les artisans l'année dernière certains sont devenus des amis et donc ils ont dit Yolande, si tu veux ta piscine, on est tous en accord là. Il faut en parler à Andrew et on va te la faire et on va te faire ta terrasse et on va faire ta terrasse et tout. Donc on en a parlé et Andrew a dit bon, de toute façon tu vas la vouloir un jour, autant le faire maintenant qu'ils sont tous disponibles. Donc l'année dernière j'ai eu la piscine qui a été mise en place et pour moi c'est ma thérapie. Surtout quand les choses sont compliquées et ont été compliquées, c'est vraiment ça a été c'est un peu une bénédiction d'avoir cette piscine. Et peut-être ce lieu même en général, parce que par rapport à ce que tu décrivais de la vie un peu en Angleterre, la grisaille et tout, là, vraiment, tu dois être servi en mode soleil, tu dois être à l'extérieur, etc. Et ça, pour des personnes qui aiment bien le chaud, moi, c'est mon cas.
Bah, je sais que j'aime bien être à l'eau, j'aime bien, même si je suis pas dans l'eau, j'aime bien être proche de l'eau, du soleil et tout. Enfin, c'est des éléments qui sont importants pour moi. Donc, j'imagine que si tu es là, tu dois vraiment apprécier au quotidien cet aspect-là. En effet, j'adore. Bien sûr, la maison qu'on avait en Angleterre était dans une région qui était très belle. On pouvait directement aller dans la campagne et tout ça. C'est vrai que à ce niveau-là, et puis bien sûr, on s'est fait beaucoup d'amis. Nous avons vécu surtout dans la région de Northumberland où on était dans le nord de l'Angleterre. On a vécu quand même 20 ans. C'est quand même une grosse partie de notre vie. Ça a quand même été dur de partir. Ça, il y a aucun doute. Pas juste nos amis, c'est la région, nos amis. Les gens sont extrêmement sympathiques là-bas. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand on est venu ici, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez quitté une région qui est belle, surtout qu'il y a la mer qui est à 1 heure aussi, mais c'est la mer du Nord, donc on s'y baigne pratiquement jamais. Moi, je m'y baigne pas en tous les cas. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé cette question. Pourquoi? Et même, j'avoue que quand les choses étaient vraiment compliquées, quand on est venu ici, des fois, nous nous sommes posé cette question. Moi, je me la pose beaucoup moins maintenant, mais mon mari se la pose encore des fois. Parce que pour lui, c'est beaucoup plus difficile même après 2 ans et demi. Le projet lui a pris tellement de temps physiquement, mentalement, etc., que pour le moment, enfin, jusqu'à, je dirais, peut-être les 2 derniers mois, il ne s'est pas vraiment senti ici. Il ne se sent pas complètement encore à l'aise en France. Il ne s'est pas encore adapté à vivre ici. Ça prend du temps. Moi, je sais que je parlais avec une amie, enfin, je me suis fait une amie dans un train, elle habite à Marseille et on s'est retrouvés dans le TGV. C'est complètement, ça n'avait pas du tout parlé du podcast, mais pour dire. Et donc, je lui ai dit, bah, comment vous êtes retrouvés à Marseille, puisque vous habitiez dans le Nord. Elle dit, bah, on a mis du temps aussi à vouloir, et on savait qu'on allait qu'on allait à la retraite bientôt, et enfin moi en particulier. Et donc, on a regardé plusieurs endroits. Et le Nord, alors on s'est dit, ah non, c'est pas possible, on va pas rester là pour notre retraite. Donc, ils sont venus dans le Sud et à Marseille, ils sont tombés un peu aussi amoureux de cet endroit, même si c'était un peu compliqué. Et donc, ils sont venus. Elle a dit, Yolande, tu sais, ça fait 6 ans, ça nous a pris bien 6 ans à se sentir vraiment chez nous et que les gens nous acceptent. Donc, tu viens d'un pays étranger, ton mari vient d'un pays étranger. Bon, il parle le français, mais c'est pas une langue qu'il maîtrise à 100%. Et vous croyez que vous allez vous installer comme ça et que vous arrivez en 5 minutes, vous allez vous faire des amis, tout ça. Vous retrouver en Angleterre, changer de région, ça aurait été tout à fait la même chose. Et je lui dis, mais je le sais ça. Mais il va le dire à mon mari qui, lui, croit qu'en 3 minutes, tu vas t'installer, que tu vas te retrouver. C'est très compliqué. J'ai fait ce transfert moi-même d'aller en Angleterre et je sais que ça m'a pris du temps. Bien que j'ai très vite travaillé et ça m'a aidé, mais tu mets du temps. Ouais, Voilà. ben, c'est bien de le préciser parce que c'est des choses que je partage aussi souvent, hein. Il faut accepter que ça prenne du temps, mais sur tous les aspects, en fait, que ce soit du pro, que ce soit du perso, que ce soit de construire des nouvelles relations, enfin vraiment à tout niveau, quoi. Même juste prendre ses marques, se repérer dans l'espace, savoir où sont les choses, dans quel Ouais. magasin je vais chercher tel truc, parce que bah, ça demande vraiment une capacité d'adaptation au quotidien, quoi, vraiment sur tous les aspects. Surtout pour toi, quand on est parti très longtemps et qu'on Ouais, rentre avec un conjoint qui a l'habitude de venir, mais pour les vacances, donc c'est pas du tout le même c'est ça. regard qu'on porte sur les choses, etc. Là, c'est ici son lieu de vie, donc que ce soit pour toi ou pour lui, c'est normal que ça prenne du temps. T'interrompre 2 secondes parce que tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu sais, comment mon entourage pourrait me décrire. Et je voudrais répondre à cette question parce que ça va aider peut-être certaines personnes à comprendre pourquoi je réagis de certaines manières. Et mon mari est complètement différent. Si tu posais cette question à mon mari, il n'aurait pas les mêmes réponses. Quand j'ai demandé à quelques personnes, donc c'est vraiment intéressant qu'il y en a qui ont eu les mêmes mots, surtout au niveau dynamique. Il me décrit que je suis assez dynamique comme personne et assez courageuse parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie de projets, parce que comme tu le sais, j'ai fait de l'humanitaire aussi, donc beaucoup de choses qui ont été marquantes dans ma vie. Donc j'ai eu ce courage de le faire. Et de revenir, ça demande du courage aussi. Entreprenante, donc là on pourra en discuter surtout sur le plan professionnel. Je suis assez empathique par mon travail, mais c'est aussi ce que je suis moi. Et je suis assez ouverte comme personne, sensible et résiliente.
Ah oui, et ma sœur m'a dit que j'étais assez présente. Présente dans le sens que si quelqu'un a un problème, je suis l'une des premières, si je peux, à venir et à vouloir essayer d'aider. Il y a du pour et du contre. Des fois, c'est bien que les gens puissent trouver leur marque et faire les choses, mais ils savent que je serai là pour eux. Ouais. Ben, merci pour ce complément d'information. Peut-être que c'est de ma faute, j'ai voulu aller vite et je suis C'est rentrée pas grave. dans le- Et donc, j'ai une question pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit au début. Donc, vous êtes rentré, ton fils était adulte. Ça a été quoi, lui, sa réaction quand vous avez dit ça y est, on va vraiment le faire là? Vous m'abandonnez. Pourtant, bah, à l'époque, il avait quel âge? 20 et quelques années. Et il a dit, vous m'abandonnez. Je pense qu'il s'est, je sais pas, il a dû se dire, je me retrouve tout seul. Surtout dans le Nord, on a beaucoup d'amis, mais c'est quand même pas ses amis directement. Bien que s'il était vraiment dans la poisse, ils auraient été là pour Samuel sans aucun problème. Et en plus, c'est qu'il a beaucoup d'amis d'universitaires et de l'école qui maintenant sont revenus dans le Nord-Est et il les revoit et tout. Donc, mais c'est bizarre qu'il ait eu cette sensation que nous l'abandonnons. Mais j'ai dit, mais Samuel, essaye de regarder la chose différemment. Si toi, tu étais parti, par exemple, en Australie, alors là, personne n'aurait dit quelque chose, tu vois. Alors, c'est le fils qui part, il part peut-être avec sa femme, et il va prendre tout le monde. C'est des millions de miles, enfin de kilomètres, hein. Mais par contre, nous, de partir, tu te sens abandonné. Et comment tu aurais imaginé si nous, tu nous avais dit, voilà, on part en Australie avec Nathalie. Je crois que je me serais sentie un petit peu, ouais. Mais je comprends sa réaction. C'est sûr que d'un seul coup, il s'est dit, mince alors, si je veux aller les voir, je peux plus. On n'est pas à une demi-heure. Et puis Donc, peut-être le fait d'être fils unique, il s'est oui, il y a peut-être eu senti ça. seul au final de se dire, ben Ouais, mince, ouais. mes parents, ils seront plus là à côté. Ouais. Pourtant, il a de la famille encore en Angleterre, mais ils sont tous dans le sud, donc ça prend vraiment du temps pour aller les voir. Et c'est pareil, ils auraient été là très rapidement s'il y avait eu vraiment un gros problème. Je sais qu'il s'est rapproché de son oncle, par exemple. Il s'envoie des WhatsApp de temps en temps, et puis il prend quand même régulièrement contact avec sa grand-mère. Donc maintenant qu'on n'est pas là, je pense qu'il se rend compte que c'est bien de lui parler de temps en temps quand même. Donc voilà. Et est-ce qu'il arrive à venir souvent, lui, quand même? Il n'a pas pu. C'est des circonstances de santé, je vais pas parce que c'est assez long, mais ils n'ont pas pu encore venir. Et puis en plus à cause du mariage aussi, il y avait beaucoup de choses. Son copain se marie le mois prochain, donc financièrement c'était un peu compliqué. C'est pas que ça, mais ils n'ont pas pu venir encore. Et donc, mais on est emménagé dans cette maison que depuis l'année dernière, mars de l'année dernière. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Mais on a eu par contre pas mal d'amis qui sont déjà venus, on a eu de la famille. Donc, il y a que qu'il faut qu'ils viennent. Mais on se voit régulièrement. Enfin, je veux dire, on se voit. Mais vous, On a vous y allez quand même. WhatsApp. Ouais. Donc, on est régulièrement en contact, WhatsApp, Zoom, surtout avec la famille d'Andrew, toutes les semaines. Mais c'est pas pareil. C'est sûr que tu peux pas donner un gros câlin ou faire un gros bisou à ton fils ou ta belle-fille. C'est sûr, ça peut être compliqué des fois. Ouais. Merci pour ce premier partage. Alors aujourd'hui, on a fait les choses un peu à l'inverse de d'habitude et c'est OK, c'est bien de changer les choses aussi. D'habitude, on commence par raconte-nous un petit peu pourquoi tu es parti à l'étranger, qu'est-ce qui s'est passé à l'étranger et puis après on parle du retour. Là, on l'a fait un peu n'importe comment et c'est OK. Mais quand même, j'aimerais bien que tu nous dises, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc il va falloir essayer d'être concise, mais en quelques mots, dis-nous un peu. Donc toi, tu vis en France. Qu'est-ce qui te pousse à partir à l'étranger? Dis-nous un petit peu, je sais que tu as vécu dans différents pays. Et puis l'Angleterre, dis-nous un peu. Donc, la raison pour laquelle je suis partie en Angleterre, c'est parce que j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. Et j'ai fait de l'anglais et de l'espagnol. Et au début, je voulais aller enfin, j'avais pensé aller en Espagne parce que j'ai de la famille là-bas. Et je voulais vraiment surtout utiliser mes compétences. Donc, je me suis dit, je veux partir à l'étranger parce que je veux utiliser ces compétences surtout linguistiques. Et en même temps, peut-être je vais trouver du travail dans le marketing, des choses comme ça. J'ai des contacts. Mais le fait que j'avais mon futur mari, on était petite amie
Et comme lui vivait en Angleterre et qui commençait un nouveau travail, parce que moi, j'avais toujours pas de travail, mais lui, il commençait un nouveau travail après l'université. Donc moi, je me suis dit, bah, écoute, c'est logique que j'aille en Angleterre. Si je veux que cette relation, mon mari, je l'ai connu depuis l'âge de 15 ans, mais si je veux que cette relation devienne sérieuse et qu'on fasse quelque chose ensemble, je pense que je dois aller en Angleterre et ça veut dire que j'utiliserai mon anglais. Et c'est pour ça que je suis venue en Angleterre. Et voilà. Est-ce que tu veux nous dire vraiment en quelques mots ce qui se passe pendant ces X années en Angleterre et dans d'autres pays, parce que je sais que tu es dans d'autres pays. D'abord, je me suis mariée. Ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans le marketing. Je suis devenue consultante en marketing. Et donc, ça m'a permis d'aller dans différents pays, donc surtout l'Espagne et puis la France. Ensuite, on a eu un fils, ce qui était quand même très important, et ce qui m'a permis d'avoir aussi des expériences périnatales différentes de ma sœur, de ma belle-sœur, tout ça, et qui sont des choses importantes pour ma future carrière. J'ai aussi eu l'opportunité de pouvoir faire des nouvelles carrières. Quand j'ai eu mon fils, après, je me suis dit, non, je ne veux pas retourner dans le marketing. C'était vraiment un travail très, très prenant. Et je me suis dit, je vais avoir un peu plus de temps pour lui. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'étais passionnée? Et donc, c'est là que j'ai commencé à vouloir me dire, tiens, j'aimerais bien devenir diététicienne ou nutritionniste. Et j'ai fait des études de nutritionniste pendant 4 ans. Et ensuite, je suis partie à l'étranger avec ça, donc en Afrique, en Grèce, dans différents, non pas en Grèce, mais en Afrique surtout, et en Amérique latine. Et après ça, quand j'ai fait, et des fois, je suis partie 6 mois, donc j'ai laissé la famille pendant 6 mois. Mon mari m'a laissé partir, mais Samuel était beaucoup plus âgé. Hein. Il avait quel âge à l'époque? Je pense qu'il devait avoir 15-16 ans. Donc, ils m'ont laissé partir. Ouais, ma première mission, c'était 3 mois. Par contre, ils sont venus avec moi. Ils sont venus 1 mois et je suis restée 2 mois. Ça, c'était en Amérique latine. Et après, j'ai fait, Samuel était plus âgé et j'ai commencé à faire donc ces 6 mois pour vraiment avoir un impact pendant ces missions. Pendant une des dernières missions, mon mari était vraiment pas bien au niveau de sa santé et je me suis dit, je peux pas continuer à faire ça. Et c'est là que j'ai commencé à penser, qu'est-ce que je peux faire avec toutes les compétences que j'ai? Et en parlant avec des amis, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas sage-femme? Purée, mais tu as travaillé pendant des années avec des familles. Tu as en plus une spécialité dans tout ce qui est l'alimentation du nourrisson et de l'enfant. Tu as déjà une grosse partie. Et je savais que c'était très, très dur de faire ce travail et de faire cette formation en Angleterre. Eh ben, je suis prise tout de suite. Donc, ça a été un petit peu le choc de me dire, oh purée, il faut que je reprenne les études. Et puis, je suis quand même, et voilà. Mais c'est vrai que ça, c'était un truc qui m'a passionne et qui m'a passionnée. Tu as repris tes études de sage-femme, tu avais quel âge à peu près? Écoute, j'avais, quand c'est que j'ai fini? 50 ans, Mmh. puisque ça prend 4 ans. Ouais, je devais avoir à peu près cet âge-là. Hein. Donc, j'étais pas tout jeune. On était deux à avoir à peu près cet âge. Il y en avait une autre personne qui avait 40, non, qui avait aussi vers 50, 51 ans. Donc, on était deux personnes. Et sinon, les âges étaient vraiment mixtes. Hein, je veux dire. Donc, non, c'est vrai que c'est une formation qui est très, très intense. Tu travailles, enfin, tu travailles. 2 mois que j'avais commencé la formation, on s'est retrouvés en stage. J'étais déjà en hôpital après avoir commencé. Donc, tu ne sais pas grand-chose, hein, tu apprends sur le tas en quelque sorte. Mais bon, à côté de ça, on faisait les études. Donc, je rentrais. C'était pas de me dire, je vais me reposer. Donc, si par exemple, je travaillais 3 nuits de suite, les 2-3 jours que j'avais de repos, c'était pour étudier. Et après, quand on avait fini les stages, c'était études, c'était à l'université. Ça a été très difficile. Le Covid, ça a été assez difficile après tout ça. Quand on a fini, quand j'ai fini tout ça, ça a été Parce que compliqué. quand tu as fini la formation, après c'était Covid. Ouais. Et donc, est-ce que tu as exercé un peu en tant que sage-femme en Angleterre? Pas vraiment, non, pas vraiment exercé, non. Pas en tant que sage-femme. Non, parce qu'entre ça et d'autres choses, après, on est venu en France, hein, pratiquement. Donc, Waouh, sacré parcours de vie, des choix ouais, de vie aussi. C'est beau en tant que femme de se choisir et de réaliser ses expériences professionnelles, même si on a des choses à la maison aussi. Donc, bravo à toi. Euh, merci. on va revenir un peu du coup à notre sujet du retour en France. Donc, tout ça se met en place finalement. Ça a pris du temps, on a trouvé notre terrain, etc.
Est-ce que peut-être tu veux nous dire en quelques mots comment tu prépares ton retour en France? Est-ce que vous mettez en place des petites choses? Pas vraiment. Pas vraiment parce que je sais pas, c'est parce que comme on venait régulièrement en France, donc il y avait certains changements qu'on avait vus de toute manière. Mais c'est vraiment différent de se dire, ben, on vient en vacances, on se rend compte des changements, on a acheté un terrain, on a vu les notaires, on voit un peu que les choses sont très différentes. Enfin, peut-être qu'on ne sait pas. Enfin, si, moi professionnellement, j'ai quand même fait des recherches, de savoir que du fait que j'avais fini ma formation de sage-femme, si j'allais pouvoir exercer. Et là, le choc, c'est qu'à cause du Brexit, mon diplôme anglais n'était pas valide. Donc ça a été, en quelque sorte, bon, j'ai découvert ça avant de partir, mais je me suis dit, oh, peut-être que, et j'ai envoyé des mails et ça semblait que, peut-être, enfin, et finalement, bah, quand vraiment j'ai fait face à cette réalité quand je suis venue, je me suis dit, bah, mince, alors c'est une des raisons, enfin pas une des raisons, mais c'est un métier qui peut être transvasé, transporté n'importe, j'arrive plus à le dire, n'importe, tu vois ce que je veux dire, dans le monde, et je ne peux pas l'exercer en France. Et c'est pas que je pouvais pas l'exercer dans ce sens-là, parce qu'il fallait faire valider, mais la validation, ça prenait 12 à plus de mois. Et avec tout le fait que on essayait de s'installer, toute l'énergie que ça nous a demandé de nous installer, et du fait qu'on commençait à construire et tout ça, je dis non, mais c'est pas possible que je fais ça en plus. Non, non. Donc j'ai mis ça de côté. Et j'avoue qu'en 2 ans et demi, j'ai pas retouché et je me sens pas d'attaque à faire ça. Donc j'ai fait autre chose. Donc c'est là, donc c'est là où j'ai pris contact avec toi, Magali, pour me dire, ben, je sais même pas faire un CV français, comment ça va venir, tout ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi, toutes les deux, en quelque sorte, que ben, je pourrais pas exercer mon métier comme ça du jour au lendemain. Ça va pas être possible. Et que donc je devais voir les choses différemment. Et donc c'est là que je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer une micro-entreprise. C'est complètement nouveau. J'avais fait un peu ça aussi en Angleterre, mais en France, mais ouais. En Angleterre, c'est très facile. On ouvre une entreprise, on fait son travail, on paye ses taxes et point à la ligne. Ici, mais il y a tellement de démarches à faire, mais c'est monstrueux. Donc, et puis bon, on ne parle même pas des taxes parce que là, chaque année, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et tu te dis, ben, je gagne quoi? Pas grand-chose. Et puis, ils te prennent tout. Donc, c'était mon choix. C'était mon choix pour pouvoir utiliser mes compétences. Et donc, je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Ça me permet d'aider des mamans. Mais au niveau financier, c'est pas du tout fructueux. Hein. On va y revenir juste après. Tu vas nous D'accord, pas de problème. Si je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand je t'ai posé la question de comment vous êtes préparé et tout, finalement, de ce que j'entends, peut-être qu'il n'y a pas eu besoin de faire une préparation en elle-même parce que vous étiez tellement déjà sur le terrain en train de chercher votre terrain justement, etc., que vous étiez un peu déjà là depuis plusieurs années à chercher ça et que comme vous étiez déjà dans le truc, peut-être que ça a un peu... tu sais, souvent on dit, je me sens tout petit face à une montagne avec tellement de trucs à faire. Ben, en fait, vous étiez déjà peut-être à la moitié de la montagne et ça paraissait même plus être une montagne parce que vous étiez déjà dedans. Sauf que quand on a été vraiment dedans, c'est là qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait peut-être dû préparer en amont. Donc, au niveau du travail, ça aurait été compliqué parce que j'aurais de toute façon découvert. La micro-entreprise, j'aurais pas pu l'ouvrir avant d'arriver de toute façon. Il fallait être résident. Donc, moi, tant que j'étais pas résidente, et je suis devenue 2 mois quand je suis arrivée en France. Donc, le fait d'être résident, ça m'a ouvert beaucoup pas d'opportunités, mais ça m'a ouvert beaucoup de choses au niveau des démarches. Et c'était aussi compliqué parce qu'on était chez mes parents, c'était pas notre adresse fixe. Donc, il y a eu tout ça aussi à gérer. Donc, il y avait ça aussi à faire, sa nationalité française. Donc, la première année, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Mais je pense du fait qu'on était là, comme tu l'as dit tout à l'heure, on apprend à vivre où on est. Donc, ça nous aurait aidé, ça c'est sûr, certaines choses nous auraient aidé, mais certaines autres, on les apprend quand on est là. Donc, où est la boulangerie, où est la pharmacie, aussi le fait que notre voisin qui sont
maintenant des amis à nous. C'est eux qui nous ont donné beaucoup d'idées pour les artisans pour construire la maison. Et ça, pour Andrew, mais ça a été pareil, une bénédiction en quelque sorte, parce qu'il a rencontré des gens mais incroyables. Et, euh, et en plus, parce qu'il y a des gens qui disent oh, faites attention, ces artisans, c'est comme ça. Nous, on n'a jamais eu ça. Ils ont été superbes. On n'a pas eu ces problèmes. Et je sais qu'on a été très chanceux parce qu'on a eu justement quelqu'un de confiance qui nous a recommandé des gens. Cette personne recommande d'autres personnes, qui recommandent d'autres personnes. Et en fin de compte, c'est comme ça que notre maison s'est construite. Hein. Je pense que des fois, c'est bien de se préparer un petit peu en amont, ça c'est sûr. Si tu as un travail qui te permet de le faire et que tu puisses avoir un travail quand tu arrives, ça veut dire que déjà financièrement, tu es dans une bonne position. Nous, on a eu de la chance, on avait pas mal d'épargne qu'on a mis de côté qui nous aide à faire ce qu'on est en train de faire. Mais si on n'avait pas eu ça, il aurait fallu que je trouve un travail, même au supermarché, hein, parce qu'on n'aurait pas eu ce choix-là. Donc, nous, on est dans une très bonne position. On était dans une bonne position financièrement. Mais là, depuis que je suis rentrée, et donc comme j'ai fait cet accompagnement, et je sais qu'on va peut-être sur une autre question, il a fallu que je sois un petit peu créative dans ce que je fais. Donc, je donne des cours d'anglais à un petit qui a, à l'époque, il avait quoi, 3 ans et demi, 4 ans. J'utilise un peu d'autres compétences que j'ai et parce que je travaille beaucoup, j'ai toujours beaucoup travaillé avec les enfants et donc je donne des cours d'anglais, mais c'est un truc fun et ludique et ça me permet aussi de partager cette langue que j'adore. Donc, voilà, donc c'est ça. Et tout ça, c'est dingue, c'est ce qui m'aide à payer mon assurance, mes conférences, tout ça. Si j'avais pas ce travail, je serais encore à... On va discuter juste après de ton activité professionnelle, ce que tu fais, etc., comment tu accompagnes les familles. Je prends la parole quelques instants. Donc, le témoignage de Yolande, il nous montre bien quand même qu'il y a des choses qu'on peut préparer à l'avance. Parce que une fois que ça se sera fait, et ben quand on est sur place, on gère d'autres choses. L'adaptation, certaines démarches administratives qu'on doit faire une fois qu'on est là. Moi, il y a des gens que j'accompagne 1 an à l'avance parce qu'il y en a qui ont ce besoin-là, parce qu'il y en a qui veulent prévoir, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus anxieuses que d'autres, ou parce qu'il y a des personnes qui aiment planifier. Tout le monde n'a pas besoin de se préparer 1 an à l'avance, mais parfois, 6 mois à l'avance, ça peut être très bien de faire une préparation globale qui permet en fait de voir où on va, ce qu'on fait, comment on optimise de façon à sécuriser son arrivée. Et ça peut être vraiment au niveau administratif, au niveau émotionnel, au niveau logistique, au niveau des finances, super important, au niveau professionnel aussi. Donc, sachez que, en tout cas, pour ceux qui veulent se préparer, vous avez le kit du retour en France qui répond à toutes vos questions sur la préparation de votre retour et qui vous permet de rejoindre la communauté d'entraide avec une rencontre tous les mois avec d'autres personnes qui sont également en train de se préparer. Donc, rejoignez ce kit, ça va vous permettre de vous préparer en confiance. Je suis complètement d'accord, hein, parce que j'avoue que professionnellement, si tu n'avais pas été là, si j'avais pas pris contact avec toi, il y a certaines choses que je n'aurais pas considérées, tu vois. Donc ça a été très utile. Et je l'ai fait avant de partir. Je l'ai fait, écoute, on s'est vu, je crois, en septembre, octobre. Donc c'était quand même presque 6 mois avant que je parte. Hein. Donc j'avais quand même une idée. C'était important d'avoir fait ça. Et 6 mois à l'avance, commencer l'accompagnement 6 mois à l'avance, c'est vraiment les bons délais pour avoir le temps de faire mûrir le projet, parce qu'on le voit bien, toi, dans ta situation, donc qui est une situation quand même particulière, hein. J'accompagne aussi des gens dans une recherche d'emploi classique et on ne se pose pas toutes les questions que nous, on s'est posées toutes les deux, tu vois. Mais le temps de se mettre en place, le temps de réfléchir, le temps d'affiner, le temps de faire sa veille, le temps de créer ses outils, le temps d'être familier avec ses outils aussi, et le temps de lancer sa recherche, et le temps d'avoir des entretiens, et le temps de négocier, etc., eh ben, on est à 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à anticiper, parce que c'est ça qui nous permet. Enfin, là, par exemple, il y a 2 jours, j'ai reçu un message d'une personne que j'accompagne qui me dit ça y est, premier retour des recruteurs, j'ai un gros coup de boost, trop content. Bah, c'est ça qui aide à prendre confiance Mmh. et à avancer. Donc, mine de rien, il faut vraiment pas négliger cette partie anticipée, préparée, parce que c'est ça qui permet de sécuriser vraiment un maximum d'aspects, même si on ne peut pas tout sécuriser, parce que la vie, est faite de surprises. Absolument. Et les choses ont beaucoup changé. Bon, on le savait que les choses avaient changé, mais
quand on est vraiment à vivre dans le pays, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, certaines mentalités aussi. Donc, c'est de s'adapter à ça aussi. Et nous, et la mentalité anglaise et la mentalité française est vraiment différente. Donc, moi, j'ai une optique différente, déjà du fait que j'ai habité en Angleterre et également parce que j'ai voyagé. Et des fois, quand certaines personnes ne sont pas ouvertes, j'essaye de voir de comment justement de les rendre un petit peu plus ouvertes. Parce que des fois, il y a certaines personnes, je dis pas que les Anglais sont pas comme ça non plus, il y a des gens anglais qui sont comme ça aussi. J'arrive pas à trouver le terme, mais en quelque sorte, de leur faire affronter un petit peu que c'est pas que ce qu'ils disent, qu'il y a des fois, il y a d'autres ouvertures et que c'est important des fois d'être un petit peu plus ouvert. Ouais, aider à apporter un autre regard à l'autre. C'est ça, c'est exactement ça. Sans être en disant ouais, 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 non, non, non. C'est de leur faire penser un petit peu autrement pour ouvrir l'esprit qui peut Ouais. être important. Si on revient à l'aspect pro, donc, tu as une partie de début de carrière où tu fais du marketing. Après, tu travailles plutôt en nutrition, notamment auprès des enfants, mais pas que. On a des départs à l'étranger où on fait des missions humanitaires, où on a forcément, on travaille sur des territoires qui sont demandants, etc., mais on apporte vraiment son impact. Et on rentre en Angleterre, tu fais ta formation de sage-femme, et là on a le Brexit qui fait qu'on se rend compte que bah, en fait, le diplôme n'est pas reconnu en France et que je ne vais pas pouvoir exercer en France. Et donc là, c'est un peu le coup dur. Ouais, ça a été le coup dur, ouais, c'est sûr. Je pense que du fait de ce que je t'ai dit tout à l'heure, je suis une personne qui rebondit sur le coup, bien sûr. Hein, il faut pas nier que ça a été très très dur de me dire purée, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais après, justement, les discussions avec toi, de pouvoir se dire quels sont les et c'est vrai qu'en France, les gens n'ont pas peur de des fois payer quelqu'un qui ont une expertise dans quelque chose. Personne expert dans tout, dans son domaine, mais enfin, d'avoir une certaine expertise. Donc, il y a des gens qui sont prêts à payer en France plus qu'en Angleterre, parce qu'en Angleterre, les choses sont gratuites en quelque sorte à cause du NHS, et de dire, bah, tiens, moi, je vais prendre une naturopathe, je vais prendre une ostéopathe. Bah, tiens, pourquoi je ne prendrais pas une consultante en lactation s'ils ont un problème postnatal sur ce domaine, qui est donc mon domaine de spécialité pour le moment. Et donc, ça permet des ouvertures après. Mais donc, c'était de concevoir les choses différemment. Et donc, grâce à ce statut que j'avais de consultante en lactation, qui est un métier international, qui est en quelque sorte reconnu en France, bien qu'il y a d'autres choses en France, ils préfèrent les DU d'allaitement, etc. Mais on est quand même reconnu. Donc, ce statut m'a aidé de pouvoir travailler. Et par ça, je fais de l'accompagnement en même temps, un peu de périnatalité, même si c'est pas le domaine principal de mon travail. Évidemment, tout se chevauche, tout se rend compte, c'est normal. Hein. Donc voilà, oui, c'est sûr que ça a été vraiment difficile. Donc, si je dois résumer, tu accompagnes des familles dans le Mm. sud de la France. Tu nous diras un peu ton territoire. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans ces situations, peut-être que, voilà, on verra. Tu accompagnes dans tout ce qui est accompagnement à l'allaitement, si je comprends bien. Disons, l'alimentation du nourrisson Ouais. et de l'enfant jusqu'à 2 ans. Mais c'est surtout, oui, l'allaitement, mais s'il y a une maman des fois, il y a des mamans qui m'appellent parce qu'elles veulent donner le biberon ou elles sont pas très sûres, ça arrive aussi. Et puis même, de toute façon, l'allaitement, il y a différentes manières hein, d'allaiter. Je veux dire, c'est sûr que directement au sein, c'est ce qui est le top, mais il y a aussi d'autres manières. Donc, il y a des mamans qui peuvent pas. J'ai eu des mamans qui ont été avec des prématurés. Donc là, il va falloir qu'elles fassent du tire-lait, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Donc, il y a des mamans qui retournent au travail très rapidement, pareil, mais elles veulent continuer à allaiter. Donc, elles vont utiliser le tire-lait. Donc, travailler avec elles, vraiment, c'est d'être ce qu'on appelle en anglais woman-centered. Donc, on est vraiment centré sur la famille, c'est les besoins de la famille. Et c'est ça que je trouve des fois en France qui peut des fois être frustrant, c'est que c'est pas toujours le cas sur tous les points de vue, même sur les points de vue de la maternité. C'est vrai qu'il y a certaines maternités, c'est vraiment centré sur la maman et tout ça, mais des moments, j'ai l'impression que c'est tellement technique. Où est-ce que la maman et la famille se retrouvent, s'y trouvent, parce que je pense des fois qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils n'ont pas justement cet accompagnement qui devrait être là. L'accompagnement est là, mais c'est
vraiment basé sur l'accouchement plus que sur le postnatal et les besoins de la famille. Enfin, c'est ce que je rencontre très souvent. Super intéressant. Et donc, en parallèle de ça, tu fais des cours d'anglais. Tu interviens sur quel territoire? Écoute, le territoire principal quand je fais du domicile, parce que c'est ce que je fais principalement, c'est bien sûr la région PACA, mais enfin surtout le 06 et le 83. Mais je fais aussi des téléconsultations et ça, j'en ai fait en Afrique, j'en ai fait en Angleterre, j'en ai fait en Espagne. Qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu aussi en Allemagne. Donc, j'ai eu quelques mamans qui, me connaissant et connaissant, eh ben, c'est du bouche à oreille parce qu'elles me connaissaient avant, parce que leur maman me connaissait ou connaissait quelqu'un que. Donc, j'ai fait ça. Puis aussi, tu sais que j'ai travaillé un petit peu avec Naissance Nomade. Donc, par ça, j'ai fait quelques webinaires. Donc, c'est vraiment le monde entier. Mais c'est sûr que téléconsultation, il faut s'adapter parce qu'on ne peut pas toujours voir correctement comme ça. Mais ça peut marcher. Alors, sachez que je vais partager les différents liens pour que vous puissiez retrouver Yolande et la solliciter si jamais il y a besoin. Donc tout ça, ce sera en description de l'épisode de podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu es épanouie dans ton activité professionnelle après ce choc qu'il a fallu quand même digérer et où il a fallu quand même tout recréer puisque avant on était quand même salarié, aujourd'hui on se rend à être entrepreneur, donc à avoir une autre posture où il faut vendre son service alors que d'habitude on est là pour aider les gens et voilà. Donc là, en fait, on s'est rajouté entre-temps une casquette de chef d'entreprise, de j'ai besoin de vendre mon service et aussi faire du chiffre d'affaires parce que naturellement, comme tout le monde, on a besoin de manger et payer ses factures, avoir des loisirs, etc. Ouais, comment tu te sens par rapport à ça? Ça dépend. Disons que tu m'aurais posé cette question il y a peut-être 4-5 mois, je t'aurais dit c'est une catastrophe. Si j'avais pas ce travail à côté pour pouvoir me permettre de payer en quelque sorte les factures de mon travail, de ma micro-entreprise, il faut que je mette la clé sous la porte parce que vraiment, cette année, ça a été beaucoup plus dur même de trouver, que pour que les mamans nous contactent. Je sais que le taux de natalité a vraiment baissé. Ça, je pense que ça a un impact. Je vois que ça a un impact déjà sur mes collègues sages-femmes libérales. Donc, bien sûr, ça va nous impacter aussi. Donc, cette année, ça a été très compliqué. Mais je travaille aussi depuis, je crois que ça fait 1 an, je travaille avec une association parents-enfants sur le plan de mes compétences, sur le plan professionnel et d'épanouissement. Ça m'apporte beaucoup. Donc, il y a surtout quand les pauses bébés se font, que les mamans sont disponibles, parce que ça arrive que des fois, il y a pas d'inscription et donc je dois annuler la pause bébé. Mais quand ces pauses bébés se font, je sais que je suis faite pour ce que je fais et c'est des challenges parce que des fois, j'ai une maman qui est enceinte, donc elle a un besoin particulier. J'ai une maman qui va avoir un enfant de 18 mois qui pense à terminer donc son allaitement. Il y a une autre maman qui a son bébé à 6 mois, elle a des petits problèmes. Donc, des fois, j'ai 4 mamans, mais avec des âges, avec les enfants d'âge différents. Donc, ça, c'est le challenge. C'est quelque chose qui me plaît de pouvoir, de me dire, tiens, c'est quoi que je dois faire pour ces mamans? Ouais, j'imagine que c'est vrai que déjà quand on est tourné vers la relation à l'autre et la relation d'aide, c'est enrichissant et ressourçant Ouais, tout à de fait. faire nos activités. Moi, je le vois dans les accompagnements que je fais, très clairement, mes rendez-vous, ils m'apportent beaucoup. Mais toi, parce que toi, tu interviens quand même dans un moment qui est quand même super important dans Ouais, la vie très d'une vulnérable. femme, la vie d'une famille. Donc, j'imagine à quel point toi, tu dois te sentir aligné quand tu fais voilà, des activités, des ateliers ou des rendez-vous que tu mènes, quoi. Donc, je suis en train de reconsidérer un petit peu mon futur l'année prochaine parce que je dois revalider en tant que consultante en lactation. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, pour le moment, la partie des heures que je dois avoir, je ne sais pas si je vais pouvoir les remplir. Donc ça, c'est le seul. Tout le reste, c'est nickel. Mais au niveau des heures, donc là, il va falloir que je parle avec des collègues pour dire, écoute, est-ce que je peux venir pour même travailler bénévolement, mais c'est pour au moins avoir mes heures. Ouais. Peut-être qu'on peut
clarifier pour ceux qui nous écoutent le nombre d'heures que tu parles. C'est pour avoir ta certification ou ta validation tous les ans. Tu dois justifier d'un nombre d'heures. Tous les 5 ans pour les consultantes en lactation et je dois avoir 250 heures. Ça semble très peu, mais quand on travaille pas, ben, dans un milieu hospitalier ou même en PMI ou en tant que libéral, bon, on fait pas que de l'allaitement, ça c'est sûr, mais ou des choses qui sont liées à ça, c'est très compliqué. Et donc, là, j'ai vraiment du mal à avoir ces heures-là, même en faisant donc du bénévolat et puis bon, même en ayant quelques mamans, des fois, j'essaye de voir si j'ai des fois des liens assez proches avec certaines mamans parce qu'elles ont eu des vécus très compliqués. Et donc, je fais un petit peu plus, mais je le fais pas que pour mes heures parce que c'est pas pour ça. Mais je le fais pas pour la finance. Je vais pas commencer à leur demander, bon, ben, je vais te demander 70 euros, je vais te demander je sais pas combien d'euros, juste pour avoir cette conversation qui est vraiment importante parce que je vois que ça va mal et que je me fais du souci pour cette maman, par exemple. Donc, Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire sur le sujet du retour en France? dans la préparation, que je crois que je t'avais mentionné, c'est que nous, je pense que si on avait su que notre statut marital était différent quand on allait venir en France, parce que ce qui se passe quand tu as un couple français-anglais, je ne sais pas si c'est une autre nationalité, c'est différent, mais quand tu as un couple français-anglais, le statut marital change ici. On est par défaut la séparation des biens. Et tout ça, ça peut avoir des répercussions financièrement. Parce que par exemple, si on veut faire des transferts de l'Angleterre dans un compte joint ici, on ne peut pas vraiment parce qu'on a séparation des biens. Donc, il faut passer par ci et ça. Enfin, il faut demander à sa banque à ces niveaux pour tout ça. Aussi, au niveau des taxes, quand on a fait notre première déclaration de revenus, on a remarqué qu'il y avait une case à cocher qu'on a su, parce que mon mari a beaucoup lu à ce sujet, et ça nous a permis de payer moins de taxes. Parce que nous, on a encore des comptes bancaires d'épargne en Angleterre. Et donc, je pense que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas le savoir. Moi, j'avais mon permis de conduire qui a été avant le Brexit. Hein. Ben là, il faut que je le refasse faire parce que mon permis de conduire, même s'il va jusqu'à 34, eh ben, il faut se refaire faire en France. Donc, toutes des petites choses comme ça qu'on découvre ici, et tant qu'on n'est pas ici, on ne le sait pas. Donc, d'où l'intérêt aussi de rejoindre le kit du retour en France ou de faire une préparation parce que moi, j'ai aussi des partenaires qui prennent le relais sur tout l'aspect financier, sur Ah, tout l'aspect d'accord. Ben, tu vois. déménagement, recherche de logement, santé, retraite. Il faut vraiment pas hésiter à envoyer un mail en disant voilà ma situation, est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Et moi, je vous dis comment je peux aider. Soit c'est moi qui fais, parce que j'ai l'expertise, donc toute la partie administrative, toute la partie préparation globale, toute la partie emploi, toute la partie carrière pro. Et après, pour certaines thématiques qui sont très précises, parce que moi je le dis, je ne sais pas tout, et quand je ne sais pas, je m'entoure de professionnels dont c'est l'expertise. Donc j'ai tout un réseau de partenaires autour de moi qui vient faciliter la vie en fait des personnes qui me sollicitent. Transférer l'argent d'un pays à l'autre, moi je peux vous aider à mettre ça en place avec le bon partenaire. Optimiser mon patrimoine entre deux pays, hop, je vais vous orienter vers le bon partenaire. Et ça, c'est vraiment des choses que quand on a anticipé, on sait où on met les pieds. Idem, la fiscalité, on sait comment on va être impacté si on continue d'avoir de l'argent dans son pays d'accueil ou si on a par exemple un bien immobilier qu'on a encore dans le pays d'accueil. Comment je vais être impacté fiscalement, tout ça, ça peut s'anticiper. D'accord. Ben, nous, on ne l'a pas anticipé. Ça, c'est des choses qu'on aurait dû faire. Redis-moi, parce que vous étiez déjà mariés. Oui, oui. Vous étiez mariés et donc quand Andrew il est venu, il a dû faire sa demande de visa ou il avait déjà ou il a eu la naturalisation? Il a eu nationalité française au mois de juin. On a Ok, même été à l'ambassade pour ça. ok. Mais ça, pareil, ça a été la croix et la bannière pour moi, parce qu'il a fallu que j'ai le certificat de nationalité française. Et ce qui se passait, c'est qu'en France, ah oui, ça c'est un autre truc. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais moi, j'étais pas vraiment au courant parce que j'avais pas fait toutes ces démarches. C'est que beaucoup de choses sont valables que 3 mois. Donc, j'avais un papier, tous les papiers étaient prêts, et il me manquait un papier
Et ce papier, ben justement, tout le reste, ben, ça y est, c'était plus de 3 mois. Donc, il fallait repartir. Et heureusement, j'ai eu quelqu'un de vraiment gentil. Et il m'a dit, lui, il pensait que j'étais en Angleterre. J'ai rien dit, je m'excuse. Mais j'ai rien dit. Et il m'a dit, je sais que vous êtes en Angleterre. Je vais prendre en charge vos dossiers et je vais tout faire. Et en une semaine, on avait tout. Et s'il n'avait pas été gentil comme ça, mais je serais encore en train de le faire. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette loi, ou je ne sais pas ce que c'est, ce règlement que les papiers sont valables que 3 mois. Donc ça, c'est important ce que tu viens de nous partager parce que en effet, comme il avait la nationalité, vous êtes venus tous les deux en France sans problème. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait dû faire une demande de visa pour venir en France, après renouvellement de visa, etc., etc. Donc pour toutes les personnes qui sont, donc si il y en a un des deux qui est français, vous vivez à l'étranger, votre conjoint est étranger, vous êtes mariés depuis très longtemps, bah, anticipez et faites votre demande de nationalité pour rentrer sans avoir à faire des demandes de visa et redemandes de visa, etc. Et c'est vraiment des démarches qui sont quand même assez pénibles. Et il y a des témoignages de podcasts qui vous disent tout ça et c'est vraiment pas drôle. Donc, pour les couples qui sont vraiment mariés depuis longtemps, anticipez, faites les démarches parce que vraiment ça, quand vous décidez de venir en France, ça vous facilite la vie. Mais Mais on nous, on ne savait pas. Je m'excuse de t'interrompre, Magali. C'est parce que mon mari s'est dit, on n'a pas su qu'il allait avoir le Brexit. Hein. Donc, c'est ça. Parce que justement, une chose que la consul a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 20 ans? Je sais, bah oui, c'est ce que j'avais dit à mon mari, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'est Il super, n'y a pas de problème. super riche. C'était un plaisir. Peut-être une dernière question pour clôturer. Quelle D'accord. serait la leçon ou la prise de conscience que tu as apprise de ce changement de vie ou de ton installation en France? Je pense que c'est peut-être de nous être préparés un petit peu mieux. Bon, je m'étais préparée un peu professionnellement parce que je l'avais fait avec toi. Mais peut-être j'aurais dû te poser plus de questions en te disant, bah tiens, est-ce que tu sais au niveau fiscal, tout ça, ce qu'on pourrait faire? Du fait qu'Andrew n'était pas encore, il n'avait pas la nationalité, je pense que ça aussi, ça nous a peut-être retenu, tu sais. Mais je me demande si on y avait réfléchi avant, peut-être qu'on aurait eu un peu moins de casse-tête. Sinon, ben, comme on en a discuté tout à l'heure, le mieux, c'est d'avoir le courage d'aller vers les gens, de ne pas avoir peur de poser des questions et de se dire, ah oui, mais même si c'est des questions bêtes, moi là, je viens de découvrir récemment qu'on a un service public 20 minutes d'ici et c'est cette dame qui m'a aidée à faire mon dossier pour mon permis parce que c'était pas facile. Et donc, c'est de savoir après, en parlant avec de différentes personnes, et on se crée un petit contact et on commence à se créer un nouveau réseau. Ça met du temps, mais ça vient petit à petit. Comment tu te sens aujourd'hui, 2 ans et demi Écoute, je me sens assez positive et sereine. Je pense qu'on a fait le bon choix, même si c'était un choix qui a été difficile, qui a amené, qui a été très dur aussi en tant que couple. On a eu quand même pas mal de conflits, surtout au niveau de la maison. Ça a été quand même dur aussi. Même que ça a été des moments très tumultueux. Enfin, c'est des années tumultueuses d'un côté. Je crois que ce que je pourrais dire aux personnes, c'est ne commencez pas à penser trop. Il faut penser bien sûr au futur et au mois prochain, surtout si on a des enfants. Mais prenez un jour après l'autre. Parce que si on commence à trop se projeter des fois, il faut un peu, mais trop se projeter, les choses nous dépassent tellement que c'est pas bon moralement, je pense. Et donc j'ai fait ce choix, même avec mon travail, de me dire, je gagne pas grand-chose, mais je vais faire d'autres choses qui vont me permettre de pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Il y a quand même un bel accomplissement, c'est quand même cette maison qui est là, dans laquelle vous vivez, qui vous réchauffe le cœur tous les jours, parce qu'un cocon, quand on est dans le bon endroit, c'est déjà un point important de sa vie. Mais pour mon mari, je pense que c'est pas encore le cocon. Pour Ouais. moi, oui, mais mon mari, pas encore. Il n'est pas encore convaincu qu'on a fait le bon choix. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Il aime beaucoup cette région. Il adore faire du vélo ici. Il adore faire des balades, tout ça. Mais il a fait très peu de rencontres encore. Bien que les artisans, il les a rencontrés et un ou deux sont devenus vraiment des bons amis. C'est de maintenir. Et pour le moment, je pense qu'il a encore pas mal son pays à lui, l'Angleterre, c'est encore quelque chose
qui est trop près, trop proche de lui. Il a du mal à se séparer un petit peu. C'est sûr, on va jamais s'en séparer. Notre fils habite là-bas, notre famille habite là-bas. Non, il est pas encore convaincu que peut-être on a fait le bon choix. Mais moi, je pense que oui. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est 10 ans plus tard. Il y aurait eu 10 ans avant, on penserait très différemment. Et aussi, sa santé, il n'a pas une super santé. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là. Mais moi, je dis qu'on a fait le bon choix. Et je pense que dans le futur nous montrera qu'on aura certainement fait le bon choix. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis au plaisir de se retrouver dans le prochain épisode. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!